En Algérie, le Premier ministre Ahmed Ouyaya a émis le souhait de voir le président Abdelaziz Bouteflika briguer un 5e mandat, un vœu qui intervient une semaine après un appel en ce sens du chef du parti au pouvoir. Le Zimbabwe va participer cette semaine à un sommet du Commonwealth à Londres, une annonce du gouvernement zimbabwéen qui marque la volonté d'Harare de revenir sur la scène internationale. Et puis, une conférence panafricaine sur le paludisme où sont attendus plus de 3000 experts s'ouvre au Sénégal pour faire le point sur la lutte contre cette maladie, responsable de plus de 400 000 décès chaque année dans le monde. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Algérie, alors que les spéculations vont bon train autour d'une nouvelle candidature du président Abdelaziz Bouteflika lors de l'élection présidentielle prévue l'année prochaine, le Premier ministre Ahmed Ouyaya a émis le souhait de voir le chef de l'État briguer un 5e mandat. Ce vœu, il faut le préciser, intervient une semaine après un appel en ce sens du chef du parti au pouvoir, le FLN. Le Premier ministre algérien Ahmed Ouyaya a émis le souhait de voir le président Abdelaziz Bouteflika briguer un 5e mandat l'année prochaine. Ceci une semaine après un appel en ce sens du chef du parti au pouvoir. En effet, le secrétaire général du Front de Libération Nationale, FLN, avait publiquement fait part le 7 avril dernier du souhait, du désir des militants de le voir poursuivre son œuvre après 2019. À un an de la fin du mandat du chef de l'État, les spéculations vont bon train en Algérie autour de sa nouvelle candidature. Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, au pouvoir depuis 1999, est très affaibli depuis 5 ans par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2013 et qui a affecté sa mobilité et son élocution, suscitant des spéculations sur son état de santé et sa capacité à gouverner. Ces derniers mois, le président algérien est essentiellement apparu devant les caméras de la seule télévision publique, présidant le Conseil des ministres à sa résidence médicalisée ou y recevant des dirigeants étrangers. Le Zimbabwe va participer cette semaine à un sommet du Commonwealth à Londres. Il s'agit d'une information confirmée ce lundi par le gouvernement zimbabwéen. Cette décision, il faut le préciser, marque la volonté d'Harare de revenir sur la scène internationale depuis la chute de Robert Mugabe après plusieurs années d'isolement. Plus de précision à travers ces images. Depuis la chute de Robert Mugabe il y a 5 mois, le Zimbabwe affiche une certaine volonté de son retour sur la scène internationale à travers plusieurs mesures et actions. La dernière en date est l'annonce de la participation du pays au sommet du Commonwealth qui doit se tenir cette semaine à Londres. Cette participation du Zimbabwe marque la détermination du nouveau chef d'État Emmerson Mnangagwa à améliorer les relations internationales et à développer les investissements étrangers au Zimbabwe. Le pays sera représenté par le ministre des Affaires étrangères Sibusiso Moyo lors de ce sommet des chefs d'État qui va débuter ce mardi pour 2 jours sur invitation de son homologue britannique, mais il ne participera pas aux délibérations. Robert Mugabe avait claqué la porte en 2003 de ce forum des pays anciennement colonisés par la Grande-Bretagne qui avait suspendu le Zimbabwe en raison du scrutin présidentiel de 2003 marqué par des violences et des accusations de fraude. Le pays est devenu de plus en plus isolé à partir des années 1990 au sein de la communauté internationale en raison de la dérive autoritaire de Robert Mugabe. Au Sénégal, une conférence panafricaine sur le paludisme où sont attendus plus de 3000 experts s'est ouverte dimanche près de Dakar. Objectif, faire le point sur la lutte contre cette maladie responsable de plus de 400 000 décès chaque année dans le monde et toujours en progression selon l'Organisation mondiale de la santé. Les images.
La 7e édition de l'initiative multilatérale sur le paludisme a été inaugurée par le président sénégalais Macky Sall au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio, une ville nouvelle située à une quarantaine de kilomètres de la capitale sénégalaise. 20 ans après sa première édition déjà au Sénégal, les experts partageront jusqu'au 20 avril les dernières avancées de la recherche en matière de surveillance de la maladie, de diagnostic, de traitement ou encore de progrès vers la réalisation de vaccins toujours attendus. Nous devons relever certains défis liés à la résistance des parasites et des vecteurs, on le sait, mais aussi les défis liés au changement climatique, défis liés au renforcement des capacités techniques, à la mobilisation des ressources, à la recherche scientifique et au plaidoyer global dans le cadre de cette lutte. Aux chefs d'État et de gouvernement, aux décideurs, je lance un appel pour intensifier la mobilisation afin de fermer définitivement la page du paludisme, qui est à la fois un fardeau économique, un obstacle à la lutte contre la pauvreté et un frein à l'essor économique et social. Dans son dernier rapport mondial annuel sur cette maladie, l'Organisation mondiale de la santé OMS a relevé que malgré des avancées récentes, les progrès globaux pour contrôler la maladie ont stagné. Les progrès ont ralenti et nous sommes désormais confrontés au risque sérieux d'inversion des acquis engagés au cours de la dernière décennie d'action, notamment la mise en œuvre des interventions de lutte contre le paludisme et la mobilisation de ressources. Lors de multiples ateliers, les experts aborderont des sujets tels que la lutte contre la maladie dans les zones de conflit comme le nord-est du Nigeria où sévissent les djihadistes de Boko Haram ou encore les moyens d'empêcher les moustiques vecteurs de l'infection de devenir résistants aux insecticides. En bref, au Nigeria, des militaires de plusieurs pays d'Afrique ont entamé ce lundi une conférence co-organisée par les États-Unis afin de renforcer leur coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Selon un communiqué de l'armée américaine, le sommet des forces terrestres africaines à Abuja vise à rassembler la haute hiérarchie militaire des pays d'Afrique pour un dialogue franc sur la sécurité sur le continent. Lors de ce sommet, les menaces djihadistes contre le continent seront particulièrement évoquées depuis les Chebab à l'est jusqu'à Boko Haram à l'ouest, en passant par Al-Qaïda au Maghreb islamique, au Mali et au Niger. Ce journal se poursuit et nous sommes justement au Niger où les organisations de la société civile restent sur un pied de guerre contre la loi des finances 2018. Elles n'entendent laisser aucun répit au gouvernement. Hier dimanche, les citoyens sont encore sortis pour manifester malgré un arrêté d'interdiction. Reportage Abdul Karim Mahamadou. Malgré l'arrêté d'interdiction de la manifestation, les citoyens sont passés outre et sont donc sortis exprimer leur hostilité contre la loi des finances 2018. Selon les organisations de la société civile, c'est un ordre manifestement illégal et que la constitution nigérienne garantit le droit de manifestation. À défaut de se regrouper sur le lieu de rencontre prévu occupé par les forces de l'ordre, les manifestants ont pris position sur plusieurs axes et carrefours où ils ont érigé des barricades, brûlé des pneus et posé certains actes de vandalisme. Ils se sont heurtés aux forces de l'ordre qui les ont dispersés à coups de gaz lacrymogène. Selon un des organisateurs de la manifestation, l'objectif est atteint et ce n'est pas la peur de la prison qui les fera reculer. Il y a eu des échauffourées entre la police et ces manifestants-là qui sont sortis main nue pour dire non à cette loi des finances, non à cette façon de gouverner, non effectivement au muselage de la société civile et ils veulent imposer la pensée unique. Nous ne serons pas d'accord. Nous n'avons pas peur d'aller en prison, nous n'avons pas peur d'exprimer notre opinion. Nous sommes prêts effectivement à aller en prison au nom de nos opinions. Nous sommes prêts effectivement à défendre la démocratie et restaurer la démocratie au Niger, quoi qu'il advienne. À l'issue de la manifestation, la police a procédé à plusieurs arrestations dans les rangs des responsables de la société civile, dont Michael Zodi qui a été interpellé dans la circulation quelques instants après notre interview. Une stratégie qui vise à décapiter le mouvement.
Au Bénin, un incendie spectaculaire s'est déclaré tôt ce lundi matin au marché international d'Antokpa à Cotonou. Et c'est la zone de vente des produits céréaliers qui a été touchée. Pour le moment, les causes du drame sont encore inconnues. Candice Deboué. Un nouvel incendie ravage le marché d'Antokpa, le plus grand marché du Bénin et de la sous-région ouest africaine. Selon les informations recueillies sur le terrain, le feu s'est déclaré à l'aube ce lundi aux environs de 4 heures du matin, mais il a fallu plusieurs heures aux pompiers pour maîtriser le sinistre. La zone de commercialisation des céréales a été totalement consumée par les flammes. Si côté bilan humain, c'est le soulagement car le feu n'a pas fait de victimes, les commerçants sont au désespoir. Et pour cause, les flammes ont déjà causé beaucoup de dégâts matériels. On m'a appris de la maison vers 4 heures du matin qu'il y a les magasins qui ont commencé par préfet. J'ai perdu beaucoup de choses. J'ai des sacs de maïs qui ont été jusqu'à quelque chose de 86. Des sacs d'haricots, 10 sacs en plus et soja, des sacs de soja. On est là, jusqu'à présent, on n'en veut plus. Pour déterminer les circonstances de l'incendie, une enquête sera ouverte. Mais il faut dire que ce n'est pas la première fois que le marché d'Antokpa est la proie des flammes. Un incendie s'y était déclaré en 2015, réduisant à néant une bonne partie du marché, avec d'énormes pertes économiques. En République centrafricaine, l'université de Bangui a organisé une journée de réflexion, une journée qui a porté sur les discriminations liées aux accusations de sorcellerie, un phénomène qui fait assez de victimes dans ce pays. Les images. La réflexion n'est pas nouvelle. En 2008, un colloque avait été organisé à Bangui sur cette même question. La spécificité de cette rencontre d'aujourd'hui, 10 ans après ce premier colloque, tient au fait que le contexte sociopolitique a profondément changé avec les crises successives. Des accusations de sorcellerie ont servi de prétexte pour commettre des actes contraires aux principes des droits de l'homme et à ceux du droit international humanitaire. Les discriminations sont une réalité et exigent un engagement de tous et de toutes à lutter. Antoine de Saint-Exupéry soulignait pourtant, je cite, « Mon frère, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu manges. » Fin de citation. La problématique de la sorcellerie est complexe car elle renvoie à des croyances qui se sont renforcées au fil des années pour les organisateurs du colloque. Il ne s'agit donc pas de démontrer que la sorcellerie existe, mais plutôt d'essayer d'apporter des réponses à cette problématique. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour de la rencontre, on peut citer entre autres la sorcellerie au tribunal. Faut-il réexaminer la législation centrafricaine, la lutte contre la sorcellerie et la cohésion sociale, les religions et la sorcellerie, regard croisé d'un prêtre catholique, d'un pasteur et d'un imam. Au cours donc de ce colloque qui en fait intervient 10 ans après le colloque des 1er et 2 août 2008, la réflexion sera faite pour voir quels sont les pas qui ont été faits, quelles sont les avancées enregistrées, quels sont les défis qu'il y a et comment, sur la base d'une feuille de route, impulser des actions à la fois au niveau stratégique, au niveau programmatique et au niveau opérationnel, de sorte à dynamiser la lutte contre l'impunité. Les points inscrits sont d'une importance certaine dans ce combat pour la lutte contre la discrimination pour des faits dits de sorcellerie. Le rôle des médias est essentiel, de même que celui des religieux et des psychologues. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.